Bonjour Vincent Nouzil. Bonjour. Il y a 2 ans, le 9 janvier 2015, les frères Kouachi et Abedi Koulibaly étaient tués par l'assaut des forces de sécurité françaises après l'attaque contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Il y a 2 ans exactement, vous publiez un livre choc, Erreur fatale, et vous dites on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça dans le cas des frères Kouachi et d'Abedi Koulibaly parce que la surveillance policière dans le renseignement, la filature en fait, des frères Kouachi avait été abandonnée d'une part, et d'autre part que l'un des frères Kouachi a fait un voyage quand même pas d'agrément visiblement au Yémen, et que le directeur de la DGSE, qui est responsable théoriquement de la surveillance à l'étranger, a avoué lui-même devant des députés que s'il l'avait suivi un peu plus, ce frère Kouachi revenu des Yémen, il n'y aurait pas eu les attentats. Oui. Quant à Koulibaly, tout le monde sait qu'il était considéré uniquement comme un petit délinquant alors qu'il fréquentait beaucoup de djihadistes, et qu'à sa sortie de prison en 2013, il y a eu une carence totale du suivi post-pénitentiaire, si je puis dire, de ce délinquant. Vous racontez des choses incroyables dans ce livre, c'est une grande enquête donc, qui fait beaucoup parler, Erreur fatale chez Fayard. Vous dites par exemple, à un moment donné, il déménage, et donc on change de service, et donc on cesse les écoutes téléphoniques. Oui, bah ça c'est le problème du compartiment des services de police qui se font un petit peu la guerre, qui se refilent des dossiers et puis qui ne sont pas suivis. Ça a été le cas notamment des frères Kouachi, ça a été le cas notamment aussi de Mohamed Merah en 2012, ça a été le cas aussi d'un certain Sali qui avait été, vous savez, l'homme qui avait décapité son patron dans l'Isère. Il y avait un problème de suivi, on ne l'avait pas suivi alors que le dossier avait été signalé par un service de police. Il y a trop de services qui travaillent sur ces questions-là sans aucune coordination. Oui. Le problème que je soulève et qui est récurrent depuis plus de 30 ans, c'est qu'on n'a pas de vraie coordination, on n'a pas de pilotage, ni du renseignement, ni de la lutte antiterroriste en France. Oui, alors il y a pourtant une antériorité importante, et vous le racontez dans ce livre. On remonte à Kelkal, par exemple. On remonte à, finalement, qui préjugeait ce qu'allaient devenir les terroristes suivants. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est justement que toutes ces alertes sur ce qu'on a appelé le djihad domestique, c'est-à-dire des gens qui étaient issus de nos banlieues, qui avait commencé avec le rallye de Kelkal en 1995, effectivement, l'un des participants aux attentats de l'été et de l'automne 1995, eh bien, on n'a pas du tout voulu voir ce signal d'alerte. Et puis, progressivement, dans les années 2000, alors que les États-Unis travaillaient sur, justement, cette menace intérieure, que les Britanniques, après l'attentat de Londres, ont révisé totalement leur politique en matière de prévention de la radicalisation dans leur propre ville et dans leur propre banlieue, eh bien, les Français n'ont pas voulu voir. Je cite notamment un rapport qui avait été remis à Jacques Chirac en 2005 et qui pointait déjà du doigt ce problème de ces jeunes convertis qui pouvaient passer aux actes, et qui pointait aussi du doigt le problème de l'incubateur que représentaient les prisons, en disant si on n'y prend pas garde, oui, ça va nous péter au nez. On était en 2005, on a mis ce rapport dans un tiroir, et évidemment il a fallu Mohamed Merah en 2012 pour nous réveiller, et encore on n'en a pas tenu les leçons, et 2015, et on n'en a toujours pas tenu les leçons. Oui. Et comment, vous dites, Sarkozy a sous-estimé le risque djihadiste? Oui, totalement. Notamment, il l'a sous-estimé, mais surtout, il a enlevé, si je peux dire, dans le système policier de renseignement, l'outil qui a été les ex-RG, les renseignements généraux, qui avaient une fonction pour, dans le fond, surveiller l'islam radical dans les banlieues. Et à partir de 2008, lorsqu'il crée cette direction centrale du renseignement intérieur, quelque part, il délaisse totalement le renseignement de terrain. Et de 2008 à 2014, les experts disent qu'on a été relativement aveugle sur toute la montée du djihadisme dans les banlieues. Alors, Hollande, vous dites qu'il s'engage dans un engrenage militaro-sécuritaire, finalement, oui, sans but et sans réalité. Il prend une posture militaire, on peut dire même qu'il est très influencé par son entourage militaire, ses chefs de guerre, son ministre de la Défense, et dans le fond, c'est la seule réponse qu'il trouve face au terrorisme. Alors évidemment, beaucoup de gens le soutiennent. Oui, c'est une posture. Mais c'est une posture qui fait qu'il n'engage pas de réforme concernant le renseignement, qui n'engage pas de réforme sur la prévention de la radicalisation, qui n'engage pas de réforme et qu'il fait les erreurs, y compris en Syrie, je le raconte. Pendant 1 an, il ne veut pas voir que Daesh est l'ennemi principal, et c'est que là vont venir les attaques. Or, les attaques du 13 novembre viennent bien de Syrie. Et quand il se réveille un petit peu tard, en septembre 2015, eh bien, il tente de frapper quelques fiefs, notamment en ciblant des djihadistes français qui sont partis là-bas, oui, mais il les loupe, et donc on a les attentats du 13 novembre. Donc c'est une suivi de ratés, de faux pas diplomatiques, d'erreurs militaires qui ont conduit probablement à ces attentats. Et en même temps, vous révélez que François Hollande a directement commandé une quarantaine, entre guillemets, d'exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire ciblées,
donc de djihadistes sur les théâtres d'opération. Oui, ça c'est un volet secret évidemment de la politique militaire. Soit c'est les outils de renseignement qui servent, la DGSE en l'occurrence, soit les états-majors militaires avec les forces spéciales et puis les chasseurs. Et puis de temps en temps aussi, on a des accords avec les Américains pour qu'ils frappent avec leurs drones à notre place. Ça a été le cas notamment en Somalie en 2014. Et évidemment en 2015, depuis que la menace du djihadisme francophone est devenue très importante depuis la Syrie, eh bien, les Américains ont commencé à tuer avec des drones, leurs drones, nos djihadistes, si je peux dire, français là-bas. Oui. Et il y a avec évidemment l'aval de François Hollande qui, de manière globale, il a avoué 4 assassinats. Il en avait avoué 4. Aux journalistes L'Homme et Davé. Et d'après mon compte, parce que j'essaie de tenir un compte des morts qui sont même connus, établis, documentés, j'arrive à évidemment plus de 40 déjà pour les années de 2013 pendant 3 ans. Oui, alors il y a même des éliminations préventives. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces répliques, de ces frappes, ou de ces raids qui sont des répliques, qui sont des représailles, notamment à l'encontre de chefs djihadistes, par exemple au Sahel, oui. qui avaient pris auxquels on avait donné, vous dites vous-même, des rançons, on avait versé des rançons. C'est le cas du leader d'AQMI qui s'appelait Abou Zaïd, auquel on avait versé en 2011 des rançons pour libérer 3 des otages, les fameux otages d'Arlit. Et puis en 2013, on l'a tué. C'est aussi le cas notamment d'un dénommé Abdelkrim le Touareg, qui a été tué en mai 2015, alors que les Français considéraient qu'il était coupable de la mort de l'otage français Michel Germano, qu'il était coupable un certain nombre il avait participé au kidnapping des otages d'Arlit et qu'il était aussi l'un des commanditaires probables du rapt et de l'enlèvement et la mort des 2 journalistes. Vous parlez de 80 millions d'euros versés pour des rançons, alors que la France en avoue 0. Oui, officiellement, on ne verse pas de rançon, mais que lorsqu'on regarde dans le détail, on se rend compte que la France a payé des rançons et que c'est une manière de financer le terrorisme, alors que par ailleurs, on vote et on soutient des motions internationales pour évidemment proscrire ce financement du terrorisme. Vous appelez ça des erreurs fatales, Vincent Nouzil. Vous dites aujourd'hui... La France a tiré, les conclusions de toutes ces erreurs? Justement pas. C'est une des raisons d'ailleurs qui m'ont poussé à faire ce livre et à le publier. C'est que si l'on remonte des années en arrière, des erreurs se sont accumulées. Et à chaque fois, on met beaucoup de temps à répondre et à corriger le tir. Et des fois, on reste silencieux. On prend quelques mesures choc, genre état d'urgence, etc. Mais dans le fond, on ne réforme pas le système. C'est le cas aujourd'hui. Le système n'est pas réformé. Donc la France n'est pas protégée suffisamment. Absolument. La France n'est pas protégée suffisamment. Les Allemands... quelques jours après leur attentat à Berlin, ont décidé de réformer leur renseignement intérieur. Nous, ça fait 2 ans qu'on a eu nos attentats déjà à Charlie, puis plus d'1 an à ceux du 13 novembre. On n'a toujours pas réellement changé le système. Merci beaucoup, Vincent Nouzil. Votre livre est un événement. Comment nos présidents ont failli face au terrorisme, publié chez Les Liens qui libèrent et Fayard. Erreur fatale, donc. Merci d'avoir été invité.